Bienvenue et bonsoir dans cette nouvelle émission. On y est, quelques minutes de retard. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette libre antenne, cette soirée spéciale bilan Mercato. Sky, on y est. Je t'introduis dans ce club Panto spécial. En tout bien, tout honneur, mon cher ami. Comment vas-tu, Sky? On est le 1er février, ça va beaucoup mieux. Ce mois est enfin terminé, donc très bien. Voilà. Écoute, on va faire un petit coucou aux personnes qui sont présentes sur le live. Salut Nissardeta, salut Oxyr, bonsoir à tous. N'introduis pas trop fort là, c'était le, Non, ça, il la- n'est que 19h, hein, c'était, la c'était soirée le, est encore longue. c'était le début un peu chaotique. Je m'excuse pour les quelques minutes de retard. Vous nous dites si niveau son et tout, c'est bon, si on entend bien Sky, si on entend bien aussi ma voix. Je dirais Vous, bien chaotique comme le rappeur, mais on va pas se... Bon, non, j'arrête. Cette émission ne va jamais commencer. Son ok. Bon, écoutez, c'est parfait. Salut à tous. Donc, comme vous le savez, le mercato a fermé ses portes hier soir. Il y a eu pas mal de mouvements, autant dans les départs que les arrivées, dans les prolongations. Les dernières semaines ont été assez riches du côté de l'OGC Nice, qui correspond aussi peut-être avec voilà, l'intronisation aussi de Didier Digard. On voit du mieux aussi sportivement. En interne, il y a des améliorations aussi qui sont faites, des postes qui sont complétés. En bref, l'OGC Nice est en pleine restructuration, une énième saison de transition, mais peut-être la bonne, Sky. Nouveau projet. Le nouveau projet de 3 ans après le premier projet Ineos. Non, plus sérieusement, on va revenir dans une première partie sur le mercato. On va faire une Hmm. revue de tous les mouvements qu'il y a eu, les départs, les arrivées, les prolongations, le dossier du latéral gauche, forcément, qui a été un peu le sujet sensible, on va dire, dans la communauté Twitter ces derniers jours, enfin, d'au moins depuis hier soir. Voilà la dernière information aussi concernant le départ en prêt de Raresh Ilie du côté du Maccabi Tel Aviv. C'est la dernière, on va dire, actualité du côté de l'OGC Nice. Et puis, on se projettera aussi sur le match de ce soir, puisqu'à 21h, comme vous le savez, l'OGC Nice joue au stade Bollard contre le RC Lens. Et la particularité aussi ce soir, Sky, c'est que c'est une libre antenne. Donc, vous allez avoir l'accès au salon Discord qui est indiqué en bas à droite de la set de live. Vous avez normalement une commande normalement qui fonctionne. Si je fais point d'exclamation Discord, je devrais avoir un accès au Yay. serveur directement. Voilà, on est sur une organisation terrible ce soir. En bref, Sky, beaucoup de choses à dire. On part sur 1h30 d'émission. On essaye de vous lâcher à 20h30 afin que vous ayez quand même le temps de manger avant le match de ce soir prévu à 21h. Sky, on y On va, c'est commence par quoi? parti. On Ah, commence moi je par suis quoi? chaud. Eh ben écoute, on va peut-être commencer du plus insignifiant en termes de mouvement mercato, parce que là on va commencer Hein. ce bilan au plus évocateur, au plus important, parce qu'il y en a eu aussi côté départ. Déjà peut-être signaler le départ de Deji Sotona, hein, comme tu Mais le oui. mentionnais un peu tout à l'heure. Deji Sotona qui a signé. Alors, il était encore sous contrat à l'OGC Nice, c'est une certitude. Dans quel Apparemment. club était-il en prêt? Je ne peux pas le renseigner. Mais il a signé du côté de Burnley, Sky. Ouais, bah, je pense qu'on a des sujets plus importants à discuter. Donc, passons. Bah voilà, je sais plus quel club il était en Angleterre où il s'est fait kicker des U21 parce qu'il jouait pas tout ça. Là, il signe à Burnley, je ne pense pas pour l'équipe 1. Bon, voilà, il y a un mystère autour de ce transfert. Peut-être qu'un jour Romain Molina s'y intéressera, je sais pas. Mais bon, très clairement, c'est parti pour être. Un mouvement tous les 6 mois jusqu'à ce que son contrat à l'OGC Nice se termine. Je ne sais même pas trop quand c'est, honnêtement. Je pense qu'on s'en fout, en fait. Il y a mieux à dire aujourd'hui.
Ouais, rien de spécifique à rajouter. Effectivement, bon, un transfert très suspicieux, disons. Les premiers pions placés par Ineos dans les effectifs de l'OGC Nice. Bon, Avec bonne, Cavern Williams, qui lui est toujours au club, et je suis sûr que la plupart d'entre vous avaient oublié l'existence de ce joueur. Je me la rappelle une fois tous les 6 mois, pareil. Enfin, voilà. Effectivement. Deuxième départ aussi pour un joueur qui est encore sous contrat à l'OGC Nice, qui malheureusement s'est fait plutôt signaler d'autres manières, plutôt on va dire dérangeantes que sur le terrain, puisqu'il a eu des démêlés avec la justice. Sans rentrer dans le détail, il s'agit de Robson Bambou, qui a J'ai été... cru que tu allais parler d'Andy Delors, mais pardon. Non, non, Robson Bambou, ouais, La perche était tendue, tu l'as saisi, c'est plutôt pas mal. ouais, ouais. Robson Hem, Bambou, de nouveau parti en prêt. Alors là aussi, j'ai plus le club en tête. Tu t'en souviens sans doute, mon cher Sky. Euh, il était au Corinthians et il va genre à Fluminense ou à Palmeiras, peut-être, je sais plus. Moi, ce qui m'a un peu amusé dans cette histoire, parce que bon, on s'attendait pas à ce qu'il revienne, on s'attendait pas à ce que son club, les Corinthians, lève l'option d'achat non plus. Ce qui m'a amusé quand même, c'est que j'ai lu un article sur un site brésilien au moment où le transfert se faisait, l'entraîneur de son nouveau club a dit, en fait, la raison pour laquelle l'entraîneur de son nouveau club le voulait, ouvrez les guillemets, je suis persuadé d'être capable de lui faire retrouver son football. Voilà. Moi, je trouve ça à la fois amusant et inquiétant. Donc, on te dis, bon, bah, espérons que ouais. Robson Après, Bambou retrouve son football. Mais bon, lui, un peu comme pas mal d'autres, on va se le traîner jusqu'à la fin de son contrat. ouais, Il y a aussi quelque chose derrière son transfert, parce que bon, on nous l'a quand même vendu avec un magnifique storytelling on est sûr qu'il a le potentiel pour la sélection nationale d'être le nouveau Thiago Silva. Ouais, bon, je pense que non, personne n'a jamais cru ça. Ça arrive qu'on se trompe sur des joueurs. Là, à mon avis, le mec qui avait qu'une saison en pro au Brésil et tout, je pense qu'il y a micmac, mais malheureusement, j'ai rien à vous dire là-dessus. Donc, bon, hmm. voilà. Bah, peut-être rappeler que c'est un joueur qui a été quand même recruté 8 millions d'euros. Qui est arrivé de mémoire en 2020 du côté de l'OGC Nice. C'était censé normalement être installé comme étant le titulaire et former la doublette avec Dante 100% brésilienne. Il a joué 15 matchs. Voilà, sportivement, C'est nul. c'était pas peut-être le bon moment, c'était peut-être un peu trop tôt. Il avait peu joué aussi au Brésil. Bon, Alors, j'ai une question pour le chat et pour toi, si jamais tu as envie de répondre. Si vous deviez choisir un joueur, le moins pire des deux, entre Stanley Nsoki et Robson Bambou, voilà, je vous laisse voter. Parce que cette question me laisse perplexe, donc je ne sais pas. Je ne écoute, sais pas quoi. et- Bien sûr, leur passage à l'OGC Nice, hein, parce qu'après, Nsoki a quand même ouais, vaguement une carrière, contrairement à Robson Bambou. Je parle vraiment strictement de leur passage au gym. Et d'ailleurs, sur le chat, la Craps nous dit que c'est Vasco de Gama. Effectivement, j'avais oublié. Fluminense, c'était Danilo. J'ai confondu nos Brésiliens ouais. inutiles. Donc voilà. Mais c'est vrai que Danilo, attends, Danilo, il est où? Il est parti du club ou il est encore sous contrat? Oui, il est parti pour de bon, je Ah, il est crois, parti pour de Danilo. bon? Tu me poses des calls comme ça Ah sur des bah joueurs attends, dont on Sky, essaye d'oublier et tout, tu vois. Enfin, tu es la personne qui relaie les informations dans la communauté de l'OGC plus, Nice. Je veux dire, au bout d'un moment, il faut que ça te serve à quelque chose de savoir. merci, c'est gentil. Voilà, c'est plus moi depuis longtemps et il a été libéré de son contrat pour signer à Botafogo l'été dernier. Parce que Le par club contre, je retrouve satellite de l'Olympique Lyonnais. exactement. Donc, ok. Bon, Bon, Yann Soki semble avoir la préférence des supporters. je suis la préférence du chat. J'aurais pris aussi Soki. Parce que je pense que à l'OGC Nice, il avait peut-être, certes, fait des boulettes, ok, mais en termes de capacité, autant physique que technique, qu'en termes de polyvalence aussi, voilà, il n'arrivait pas aussi dans le meilleur contexte de l'OGC Nice, tout comme Bambou aussi, on peut le dire.
Mais bon, après, le transfert aussi, Ansoki était plus cher, donc on était en raison aussi d'en attendre peut-être un peu plus, quoique. Mm. Mais ouais, Ansoki a plus Bon, joué aussi, je crois, je pense, je relance, que je relance Bambou. d'un Kevin Gomis, moi. Mais je te Je propose crois. qu'on arrête de se faire mal et qu'on continue avec d'autres joueurs qui sont heureusement loin de notre club aujourd'hui. On salue Alric qui est dans le chat. Salut Alric. Et Allez, Henrik. bonsoir aux personnes qui nous ont rejoints. Bon, voilà, Bambou. Là aussi, un joueur, là, on greppe un peu plus en termes de degré d'importance, hein, c'est un peu dur, mais c'est le cas. Un joueur qui avait fait quelques apparitions l'année dernière sous Christophe Galtier, c'est euh, Lucas D'Acunha, qui est parti là définitivement du côté de Com en Série B en Italie. Un joueur qui avait fait une deuxième partie de saison à Clermont l'année dernière, qui s'était plutôt bien passé. Clermont avait même désiré le récupérer en transfert définitif. Ça ne s'était pas fait. On sait aussi qu'il y a eu cette histoire à la dernière Lorient a une seconde bombe de l'été fax. dernier, voilà, qui l'a empêché de signer à Lorient. Quand on connaît le début de saison de Lorient, on se dit que ça aurait pu être une très belle chose À pour quoi lui. ça tient une carrière, hein. Ouais, Enfin, tu c'est vois. ça, exactement. Après, rien ne dit qu'il ne se relancera pas de l'Italie et qu'il deviendra un très bon joueur, revendu dans 3 ans en PL, et comme de nombreux jeunes qu'on a eu sous la main à l'OGC Nice. Moi, je Voilà. trouve quand même que autant Lorient, surtout vu la saison qu'ils font, je suis pas sûr qu'il aurait eu un méga temps de jeu, mais bon, il aurait déjà été un peu plus visible dans le foot français. Là, je trouve que comme c'est quand même descendre très très bas, hein. Moi, je suis assez, comme tu as dit, l'année dernière, il a fait quand même des choses pas dégueulasses en Ligue 1 à Clermont, même si c'était pas fou. Je suis quand même surpris que t'aies pas un club français qui soit allé le chercher pour la rotation de l'effectif, même en prêt, que ce soit un club qui joue la montée en D2 ou un club qui joue le maintien en Ligue 1. Bah, aller signer, en plus t'engager, hein, c'est même pas un prêt, un panic loan parce que t'as pas d'autres propositions, aller t'engager à Com. Bon, je suis assez perplexe et le problème c'est que dans ce genre de club, tu sors quand même bien des radars, donc t'as intérêt à casser la baraque pour relancer ta carrière en Italie parce que là, très clairement, je pense qu'en France, tu vas plus avoir grand monde qui va aller observer ce que tu fais en série B. Donc, et en plus de Alors, ça, ouais. si je dis pas de bêtises, ils sont même mal classés en série B. Donc, Hmm. Alors, ça, par contre, effectivement, j'ai pas l'info, mais je vais regarder ça tout de suite pour avoir un peu plus, on va dire, le je contexte. crois qu'ils étaient 15e au moment où ils s'engagent avec 13e. eux. Ouais, ils ont remonté de 2 places. Bah, c'est peut-être grâce à Dacunia, je sais pas. Mais 13e, voilà. ça sort d'une victoire à Brescia, si tu Bon, veux tout savoir. l'ancien club de Racine Colli. Tout à fait. Puisqu'on reste sur une dynamique de joueurs claqués dans le sol. Voilà. Et tu teases un peu le latéral gauche de tout à l'heure. On en Ah, parlera forcément parce que c'est un sujet sensible. Écoute, par rapport à Dacunia, alors je ne suis pas forcément totalement en accord avec tout ce que tu as pu. Enfin, on va dire l'idée globale. C'est-à-dire que je le vois bien rebondir dans quelques temps, arriver à se faire une place de titulaire dans une équipe en série B, certes, mais pourquoi pas attirer l'œil aussi d'autres équipes en Serie A, se faire, on va dire, une petite réputation en Italie. Ça deviendra peut-être pas un giga crack, mais quand on voit la trajectoire d'autres jeunes joueurs qui sont passés par l'OGC Nice et qui n'ont pas eu cette confiance-là, ou alors qui ont peu joué et qui étaient jeunes, on a vu quand même que c'était pas une habitude, mais malheureusement, voilà, quand on voit que Ensoki part de Nice et fait de bonnes performances en Belgique et part après, on a vu après, ce il signe scénario a été vu et revu, et moi je le vois bien faire ses saisons. Peut-être revenir en Ligue 1 dans quelques années, peut-être une carrière un peu, alors s'il arrive à faire cette carrière là c'est déjà pas mal, mais un peu à la Franco Nora, tu vois. Hmm. Moi, ce que je te disais juste, c'est pas que je mets en doute le potentiel du garçon. Je pense que d'ailleurs, il a prouvé, hein, à Clermont qu'il avait le potentiel pour faire quelque chose. Moi, ce que je te dis juste, c'est que quand tu vas dans le fin fond de la série B, t'es beaucoup moins visible pour des clubs français, notamment. Donc en fait, soit il casse la baraque en série B, il arrive à relancer sa carrière en Italie, en montant en série A, et puis peut-être revenant en France ou pas, et faire une super carrière en Italie, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Mais tu vois, Ensoki, il signe à Bruges, c'est certes le championnat belge, mais enfin, il a joué la Coupe d'Europe avec eux. Franco Nora, il est redescendu dans des divisions inférieures, mais il est redescendu en Ligue 2. Donc quand ça a marché en Ligue 2, il a attiré l'œil d'un club de Ligue 1.
pour moi, quand tu vas à Com, tu es invisible je pense que tu es invisible de la plupart des recruteurs français. Après, on s'en fout si lui, ça l'intéresse pas de faire une carrière en France et qu'en fait, il se dit: «Bah, je vais m'éclater en série B et je vais attirer les regards des recruteurs de série A», c'est très bien aussi, hein, il a pas besoin forcément de jouer en France. C'est juste que si jamais à Com, ça marche pas, en fait, c'est rapidement fin de carrière ou carrière très, très, très exotique où tu pars dans des championnats encore moins visibles dans les pays de l'Est ou des trucs comme ça. Donc, il a pas tandis que s'il avait signé en Ligue 2, ben, il aurait pu rebondir peut-être de club de Ligue 2 en club de Ligue 2. Enfin bon, après je sais pas, je lui souhaite que ce soit pas le Ouais, cas et qu'il fasse une super saison, qu'il puisse s'engager avec une grosse écurie de série B qui joue la montée et que ça lance sa carrière. je terminerai en disant deux choses. Il a 21 ans. Oui. Il est de juin 2001, donc ça reste quand même un Mmh. très jeune joueur. Et deuxième chose, il a montré qu'il pouvait eh bien, performer en Ligue 1 dans un championnat justement qui est assez relevé et dans une équipe qui est programmée aussi Mmh. pour jouer le maintien. Donc pas avec un Moi, j'aurais collectif. davantage vu dans ce genre de club, mais bon après, Exactement. C'est-à-dire que pas une équipe bon, qui produit du jeu, clairement, hein, sans faire offense au club, mais c'est pas non plus l'armada offensive que peuvent avoir d'autres équipes, même l'OGC Nice par rapport justement au Clermont Foot. Parenthèse refermée pour Dacunia, Sky. On va passer peut-être mmh, à un joueur. il reste beaucoup de joueurs à discuter, la l'émission avance, donc si on veut pas qu'elle fasse 3h30 Effectivement, effectivement, bon, on va englober peut-être deux joueurs pour faire un petit clin d'œil à notre ami Brice. Il s'agit de Schneiderlin et Dolberg, qui étaient peut-être les, les deux joueurs stars de notre cher Brice. Schneiderlin, il lui restait 6 mois de contrat, apparemment, parti pour eh bien, terminer, on va dire, le contrat en sa Australie. saison et puis son contrat avec l'OGC Nice en Australie. Dolberg, là aussi, prêt cassé du côté du FC Séville, retourner à Offenheim, plutôt Mmh. partir en Bundesliga du côté d'Offenheim, un championnat qui correspond peut-être un peu plus aussi à ses qualités. On le voyait même avant de partir de l'OGC Nice, pouvoir s'exprimer en Bundes. Peut-être un mot, Sky, sur ces deux départs. Bah, la différence, c'est que Schneiderlin, on est sûr de pas le revoir. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour lui comme pour nous. Dolberg, il est prêté avec option d'achat. Je suis pas encore certain que, il performe pour que Hoffenheim lève l'option d'achat. Et honnêtement, autant le prêt à Séville, je pense que tout le monde a rigolé en disant bah, il arrive déjà pas à s'imposer à l'OGC Nice au FC Séville, qui est quand même un top club européen, même si cette saison, il joue davantage le maintien, mais au moment où il y va, voilà, on y croyait pas trop. Bah, voilà, sans surprise, on a tous eu raison. Mais bah, enfin, Dolberg, en même temps, je pense qu'il a les qualités pour jouer n'importe où. La question, c'est est-ce qu'il a encore envie de jouer au foot en professionnel? Moi, je suis un peu. C'est un peu là-dessus que j'ai une interrogation. Moi, je pense que c'est pas tellement une question de championnat ou une question de qualité de jeu ni rien. Je pense que le gars, il a pas envie, là, il a pas envie de se remettre en question. Il a pas envie peut-être de faire les efforts nécessaires. Peut-être que ça l'intéresse plus. Peut-être il a vécu ce qu'il avait envie de vivre dans le foot et qu'aujourd'hui, il va tranquillement surfer sur ce qu'il a pu faire à l'Ajax et la première saison à Nice pour faire une fin de carrière à 25 ans ou 26 ans en ayant joué un peu partout et gratté ce qu'il avait à gratter, je sais pas. Moi, je suis extrêmement déçu parce qu'on a bien vu à Nice le joueur que c'était capable d'être. Ça aurait dû être un des meilleurs neufs de la scène européenne. Bon, après, il y aura peut-être un jour des explications de pourquoi pas. Oui, c'est vrai, Je pense éternel. pas que ce soit un problème de qualité technique, mais après, je suis pas Était... très objectif sur Dolberg. Non, mais je pense que sans être, enfin, en étant effectivement objectif sur le joueur, je pense qu'en termes de talent pur, on a rarement eu un joueur avec ces Mm. qualités-là, autant technique, autant qualité de placement. En termes de qualité pure, je pense que effectivement, Balotelli était extrêmement talentueux aussi, dans des qualités différentes, pardon, mais c'est vrai que bon, ça l'a jamais fait. Quand ça l'a fait, c'était trop éphémère pour que on puisse vraiment, vraiment kiffer dans la durée.
Bon, on verra. On lui souhaite en tout cas de se relancer. Je pense que voilà, comme Pour lui euh, comme pour nous, l'intérêt c'est qu'il casse la baraque à Hoffenheim, que l'option d'achat ouais, soit levée et ouais, qu'on déjà en parle et qu'on n'en parle plus, elle quoi. correspond un peu plus, je pense, au montant du joueur dans le, dans le marché Oui, actuel, parce que l'option d'achat, lorsqu'il avait signé à Séville, c'était entre 20 et 25 millions, c'était totalement lunaire. Enfin, je veux dire, jamais il aurait pu être vendu, même en étant, je pense, très performant. oui, je suis d'accord. Voilà. On va Et oui, il vient de parler. rentrer en jeu contre Leipzig, du coup, nous dit Grand Khan sur le Ouais, chat. Et on nous demandait, Flo nous demandait s'il jouait. Il a joué quelques matchs déjà. Bon, pas de but marqué a priori, mais voilà. ok. On a été Bon, complet quelques entrées hein, de jeu. sur Casper. Il y a eu effectivement un autre départ voilà, qui a duré un certain temps, au même titre que le feuilleton Mofi. Il s'agit d'Andy Delors, qui est donc parti en prêt avec obligation d'achat du côté du FC Nantes En cas de maintien, a en cas de priori. maintien. Donc il y a fort à parier que Nantes sera maintenu en Ligue 1 l'année prochaine, et donc Andy Delors sera nantais l'année prochaine et pour l'année d'après, si tout marche pour lui. C'est dans Euh, l'intérêt de tout le monde, en tout voilà, c'est cas. dans l'intérêt de tout le monde. Ça parle de 5, 6, 7 millions, 5 millions de mémoire. Euh, Oui, après, avoir les conditions, est-ce que le prêt est payant, la prise en charge du salaire, enfin voilà, c'est un peu toujours les détails qu'on n'a pas et qui, au final, sont pas très intéressants non plus pour le commun des mortels. Bon, je mets mon impair avant de prendre des sauts de caca, hein, mais bon, on dit de l'or, voilà, très clairement, il voulait partir. La manière de son départ est exécrable, mais comme il a fait dans tous les clubs précédents, l'OGC Nice, donc zéro surprise. Ça, il a fait une super saison dernière. Ça, je pense que personne ne peut dire le contraire. L'issue, on la connaissait tous avant même qu'il signe à Nice. Est-ce que du coup, on choisit de retenir davantage ce qu'il nous apporte, et notamment la qualification en Coupe d'Europe, et que ça efface la fin de l'histoire? Ou est-ce qu'on se dit que de toute façon, en engageant ce genre de joueur, on savait qu'il allait marquer des buts, mais que de toute façon, il allait finir par chier sur l'institution? Voilà. Je pense que les deux volets de l'histoire, et Pancho, je te laisserai peut-être parler du rôle du club aussi dans ce bras de fer, parce que forcément, le club n'y est pas étranger. Mais je pense qu'en fait, on est tous au courant de comment ça s'est passé. On est tous d'accord sur le fait de dire que la manière de partir est nulle et qu'il a marqué beaucoup de buts. Après, c'est une question de sensibilité personnelle sur ce que vous retenez. Voilà, moi, je suis un vieux con, hein, probablement, mais déjà, faire signer un joueur où tu sais que l'histoire va mal se terminer, moi, je n'étais pas pour. Bon, bah, il est quand même venu, il a marqué des buts, il nous a rapporté quelque chose, tant mieux. Là, il nous plante en pleine saison, il nous met en difficulté pour le mercato, donc bah, c'est aussi, voilà, c'est aussi quelque chose à lui reprocher, parce que je pense que tu négocies pas de la même façon avec Lorient pour Mofi, ou tu regardes peut-être d'autres pistes si jamais t'as pas aussi ce dossier merdeux sous la main. Voilà. Bon, c'est mon avis, mais on peut de toute façon tous se mettre d'accord sur merci pour les nombreux buts et bonne continuation à Nantes. alors, Pilonnage nous dit, ça serait pas encore hiver, les promesses non tenues. Alors, apparemment, tu me corriges, un Sky, mais concernant Delors, c'était plutôt Braceford qui avait promis Alors, c'est une. River qui a promis hein, Ouais, la prolongation, l'histoire dans l'avion du retour de Reims, tout ça machin. Après, bon, River qui fait des promesses qui ne tient pas, je l'entends, effectivement. Maintenant, déjà, c'est certainement pas le seul joueur à qui on a fait des promesses orales d'augmentation et de prolongation et qui ne sont pas tenues. Et il y en a d'autres qui se comportent très bien après et qui ne forcent pas leur départ de cette façon. On rappelle, hein, il y a quand même l'utilisation de la presse, les arrêts maladie, on ne sait pas très bien si c'était fondé ou pas, comme à Caen. Finalement, il est autorisé à aller s'entraîner seul à Ajaccio. Enfin, il y a des tas de joueurs qui sont partis et qui sont restés professionnels jusqu'au dernier jour, hein. Donc, hmm. bon, voilà. Effectivement, enfin, il y a. Il y a une Hmm. explication de la part de cette fausse promesse du club, effectivement, mais cette explication n'est pas une excuse Hmm. pour moi. Encore une fois, je parle vraiment que pour moi. Mais maintenant, juste pour terminer, Ouais. River, il promet à l'instant T, parce que à l'instant T, il est toujours président du club et il a toujours Julien Fournier comme directeur sportif, donc il y a toujours une part de décision dans le sportif avec le tandem.
Derrière, il se passe beaucoup de choses qui font que la direction du club, le board, tout ça, ça explose et que River se retrouve peut-être pas dans la même position de décision. Donc oui, il s'est avancé, derrière il a pas assumé, mais c'était plus forcément lui aux manettes, vu ce qui s'est passé cet Hmm. été, moi je trouve que c'est un peu dur d'en vouloir à River qui Ouais, avait peut-être pas une idée, fin mai de comment, la réalité du club allait tourner, début juillet mais avec le bordel qu'on a connu, pendant ce mois et demi là. ouais, enfin, c'est très complet hein, ce que tu as avancé là. Je pense que effectivement, tu as dit quelque chose d'important et ça, on l'oublie, surtout sur Twitter, c'est que la sensibilité des uns et des autres, elle peut être, et elle l'est, et heureusement, totalement différente. C'est-à-dire que lorsqu'on prend les éléments, il y a des éléments sur lesquels effectivement on peut en vouloir à Delors, la manière de solliciter la presse, la manière de quémander cette revalorisation alors que le club est au plus mal sportivement. Voilà, la manière de faire, encore une fois, on n'est pas surpris parce qu'il l'a déjà fait ailleurs, donc pourquoi pas à l'OGC Nice. Et en même temps, de se dire que cette période estivale qu'on a vécue sur pas mal de points, et notamment le traitement du cas de l'or, te dire que c'est juste pas normal quand tu es un club qui aspire à avoir de grandes ambitions et à être un club solide en France sur la scène européenne aussi, que tu puisses traiter ce genre de cas de cette manière-là. De toute Euh, façon, Pancho, ça va être le fil rouge de la première partie de l'émission. Le problème vient de la gestion du club cet été, hein. Enfin, sur plein, plein de je dossiers, pense que on je va se pense qu'on retrouver à dire on ça de négligeait toute façon. pas on négligeait pas au moment où ça s'est passé les répercussions que ça pouvait avoir Oui, quelques mois plus tard. Et là, je pense bien qu'on est sûr. en train de semer, de récolter plutôt ce qu'on a semé, Mmh. et on n'a pas semé que des on a semé de la mauvaise herbe, hein, si je peux dire ainsi, c'est-à-dire que on s'est mis tout simplement une balle dans le pied. Ah, de toute façon, Euh, cette saison, tu la payes fin juin, début juillet, le passage où tu as Favre qui arrive alors que Ineos n'en veut pas franchement, et où au final ton directeur sportif se casse et tu es obligé de mettre des incompétents aux manettes du mercato. Enfin, en fait, peut-être qu'on était dans le déni, peut-être que de l'extérieur, on n'avait pas la vision sur l'impact que ça pouvait avoir. Et en fait, cette saison-là, elle est entièrement conditionnée par la quinzaine, enfin, par le mois de juin même globalement, hein. C'est le mois de hmm. juin te conditionne tout le reste de la saison. On aurait pu, je pense, limiter les dégâts en étant un peu moins con. On l'a été modérément et du coup, en fait, tu as encore à payer les dégâts et je te garantis que l'été prochain, pendant le mercato, on va encore discuter de l'été dernier. Il y a encore des dossiers sur lesquels ça va on va être bloqué en disant si on n'avait pas fait ça à l'été 2022. Ouais, tout à fait. Mais pour juste finir sur Delors, voilà, je pense que si on s'en tient aux faits sans sensibilité, euh, voilà, et grâce à lui, je pense en grande partie, on est en Europe cette année. Mm, Donc, grand merci pour ça. Il nous a fait une deuxième partie de saison l'année dernière mm. absolument fabuleuse. Ses buts contre Saint-Etienne, ses Au buts à Paris, Reims. sur ce euh, magnifique centre de Calvin Stengs, On a réussi à parler de Calvin Stank ce soir. Je pense que évidemment. la soirée elle est réussie. Mais voilà, Delors, voilà, on peut pas nier ce qui a pu être fait et là-dessus, vraiment grand respect. Maintenant, Alric, je voyais son message par rapport à l'institution OGC Nice, comme je te le disais tout à l'heure en off, Sky, on arrive dans un moment où on se restructure sur tous les points. Et je pense que c'est nécessaire aussi de dire à un moment donné, ok, tu es Andy Delors, tu es l'un de nos meilleurs éléments. Écoute, au bout d'un moment, oui, on a fait de la merde parce que c'est le cas, je pense, avec lui l'été dernier. Mais si tu veux partir, tu pars en fait. Et puis, Et après, hein, ce que les gens savent pas forcément, c'est que cet été, déjà, il se voyait bien partir aussi, mais qu'il a pas forcément les propositions qu'il voulait. Et puis voilà. Enfin, c'est Andy Delors avec toutes ses qualités de footballeur et tous ses défauts. J'ai même pas envie de dire humains parce que je me permettrai pas de juger quelqu'un que je connais pas, mais tous ses défauts sur l'extra sportif. Voilà. Et en fait, encore une fois, on le savait on le savait avant qu'il signe. Après, vous retenez ce que vous voulez retenir de son passage. Je sais que je suis un espèce d'intégriste de l'institution, tout ça, et ça fait pas moi quelqu'un de plus ou moins amoureux de l'OGC Nice, c'est juste ma façon étriquée de voir la situation. Après, je trouve qu'en fait, c'est pas parce que tu marques des buts qu'on peut tout te pardonner.
Et à l'inverse, c'est pas parce que la sortie se passe mal que tu dois oublier ce que le joueur a apporté sur le terrain. Et après, chacun retient ce qu'il veut. Et comme le dit Grand Can sur le chat, Kasper Dolberg vient de marquer en Coupe d'Allemagne pour Offenheim. C'est incroyable, juste après son Effectivement, entrée. 2-1 On contre va faire, Leipzig. Effectivement, on va faire un club Dolberg. c'est parfait. Dolberg qui marque dans la même soirée. Je pense que l'OGC Nice gagne ce soir à Lens. On en Mm. parlera tout à l'heure. Ok. Et puis le dernier mouvement, du moins le dernier départ du côté de l'OGC Nice, c'est celui de Raresh Ilie en Israël, du côté du Maccabi, le Maccabi Tel Aviv, hein, adversaire en barrage de Conference League, prêté pour les 6 prochains mois. Alors j'ai vu que la prise en charge du salaire était à 100% par le club israélien. Ilie qui était complètement disparu de la circulation, choix de Lucien Favre, on s'en rappelle, avec notamment Mathiaviti. Mm. Voilà, un Lui joueur. aussi à moitié disparu de la circulation d'ailleurs, mais Ouais, totalement. qui a failli partir cet hiver. C'est dommage qu'il parte dans un championnat exotique parce que ça va être. Ah, c'est- Au final, c'est certes un meilleur championnat que le championnat roumain, c'est surtout un meilleur club s'il joue le titre, tout ça, hein, le Maccabi Tel Aviv. Mais ça va être compliqué pour lui de prendre des repères pour son retour en Ligue 1. Après, je préfère toujours ça, qu'il ait du temps de jeu, en espérant qu'il ait du temps de jeu là-bas, plutôt qu'il reste dans le loft pendant 6 mois, parce qu'on va pas se mentir, même si on aurait aimé le voir plus souvent, il serait resté dans le loft et on l'aurait vu jouer peut-être 10 minutes sur la fin de saison. Donc c'est bien pour Mm, lui. Le club en plus n'a pas voulu inclure d'option d'achat qui avait été mm. demandé par le club israélien. Donc c'est que malgré tout, on compte un Mm. peu sur lui. Voilà, à voir. Mais je suis soulagé qu'il ait pu trouver une porte de sortie où il va pouvoir un peu gagner de temps de jeu. Un peu victime aussi de la gestion et des mouvements des dernières semaines, hein. Lui qui avait joué que quelques minutes sous Lucien Favre, mais qui, je pense, avait la confiance du coach dans sa volonté aussi de le développer. Du moins, peut-être pas forcément sur les 6 premiers mois de ce qu'on a vu, mais en tout cas un joueur qui a quand même exprimé certaines qualités. Je te rejoins sur le fait que le fait qu'il n'ait pas d'option d'achat montre que on veut pas le bazarder comme on a pu voir avec BKBK. Alors BKBK est toujours au club, mais est-ce qu'il jouera plus pour Ouais. autant? On Donc, verra. Pour Arèche Ilie, si tu me permets quelque ouais, chose qui nous fera peut-être la transition après vers les prolongations ouais. ou pas, il y a quand même quelque chose, parce que ça concerne aussi indirectement Buonanni. Il y a quand même quelque chose aussi, c'est que Lucien Favre, avec tous les. J'ai pas envie de revenir là-dessus, hein, avec toutes les erreurs qu'il a pu faire, tout ce qui a pas matché, tout ça. Lucien Favre, lui, quand il arrive et que ensuite le début de saison se passe mal pour des tas de raisons, qu'il y ait ce problème-là à l'automne, il a quand même un impératif de résultat. C'est-à-dire qu'en fait, plus ou moins, il y a un moment donné où il joue sa place toutes les semaines, quasiment. Du coup, relancer un jeune joueur qui débarque d'un championnat mineur, qui n'a pas le coffre physique peut-être pour enchaîner des matchs en Ligue 1 et tout, dans ce contexte-là, c'est quand même beaucoup plus compliqué de lancer un jeune joueur que si tu as une équipe qui tourne comme la première saison où il arrive, où en fait tu mènes 2-0 à la 70e minute de chaque match, ou alors, ou en tout cas il y a un collectif qui produit du foot, bah, lancer un jeune joueur comme ça, entre guillemets, c'est plus facile. En tout cas, le joueur va avoir plus de temps de jeu, il y aura moins de pression sur lui. Là, t'imagines, à un moment donné où en fait chaque point comptait dans l'avenir de Lucien Favre, tout ça, lancer Raré-Chilier plutôt que Sofiane Diop, plutôt que Gaëtan Laborde, plutôt que Nicolas Pepe. Enfin, pour moi, c'était compliqué. Et même chose pour Buonanni. Là, Didier Digard, je dis pas qu'il n'a pas d'impératif de résultat, mais en fait, Didier Digard, si on termine sixième ou dixième, je suis pas sûr qu'il y ait une grande incidence. Enfin, peut-être qu'il y a l'Europe si on termine sixième, mais enfin, lui, il joue pas tant sa place et sa carrière. Peut-être que l'avenir nous dira que finalement, il fera une franchise, je l'espère, mais bon, voilà. Donc moi, je pense aussi que Rarechilier, du moment que la saison a tourné de façon difficile, c'était compliqué pour lui de s'insérer en Ligue 1. Et peut-être que là, sur la deuxième partie de saison, même si c'était pas l'entraîneur qu'il avait choisi, vu qu'on était parti pour faire davantage tourner, davantage faire jouer les jeunes, peut-être qu'il aurait eu davantage de temps de jeu, mais
je suis pas nécessairement convaincu et on en parlera après, vu qu'on a Mmh. essayé de faire en plus au dernier moment des jeunes joueurs, Ouais. offensifs, c'est peut-être qu'il y avait aussi cette volonté-là de faire, davantage tourner. Je pense qu'il y a aussi un autre élément, c'est le profil du joueur. C'est-à-dire que, comme le dit Hiryuto, il y a beaucoup de milieux. Ilia, on a vu qu'il pouvait être aligné sur un côté, mais il n'a pas on va dire, il a pas des grandes qualités de percussion, de vivacité. C'est pas un ailier dribbleur comme peut l'être par moment Sofiane Diop, je trouve. Hein. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est plus, on va dire, une sorte de milieu plutôt créatif qui peut jouer Mmh. sur un côté, mais je l'imagine plutôt s'exprimer dans l'axe de par les qualités qu'il a pu montrer. Je peux me tromper. Mais tu vois, ce qui est assez contradictoire, c'est que Digard, on lui fixe pas, on va dire, du moins, il ne se fixe pas des objectifs comme s'était fixé Lucien Favre. Euh, il aurait très bien pu aligner Ilié, comme il donne Oui, sa oui. confiance aujourd'hui à Bonani. Je pense que vraiment il y a le profil, parce qu'aujourd'hui au milieu de terrain, on a vu que c'était l'embouteillage, mais il nous manque justement c'est peut-être ces joueurs de côté, parce que derrière Diop, il y a déjà Barclay, et puis que tu peux aussi mettre, on va dire, un Brahimi qui peut dépanner sur le côté gauche, et ça donne la transition parfaite sur justement Brahimi, qui était annoncé sur le départ pendant le match contre Lille le week-end dernier, Pépé se blesse. et qui, voilà, a été je ne vais pas dire par défaut, mais ce n'était pas prévu, récupéré par l'OGC Nice pour combler la blessure de Pépé. Alors, la blessure de Pépé qui semble moins grave que prévu, on n'est pas sur plusieurs mois, on serait vraisemblablement sur plusieurs semaines. Mmh. Combien, je ne sais pas exactement. Ça Euh, m'étonnerait que ce soit moins de 2 mois personnellement, mais après je suis pas médecin, mais voilà. Ça va pas être 3 semaines non plus, hein, je pense. On verra bien, quoi qu'il en soit. Buonanni est bien seul sur le côté droit. Maintenant que Mofi a signé, on peut imaginer un Laborde aussi qui décale sur le côté. Mais on avait besoin aussi d'avoir des joueurs offensifs qui fassent le nombre. Parce que tout Brahimi qu'il est, c'est un investissement pour l'OGC Nice. Mmh. C'est un joueur qui a signé il y a tout juste un an au club. Donc il faut arriver à, je pense, amortir aussi cet investissement et essayer de valoriser le joueur. Bon, aujourd'hui, je considère, et je peux m'avancer un peu par rapport à ce que tu penses, mais on doit être assez d'accord là-dessus, c'est-à-dire que c'est un joueur qui a des qualités, mais qui sont, je pense, assez limitées pour les attentes de l'OGC Nice et Sky. À voir. Mais en tout cas, il doit enchaîner et c'est pour ça, c'est bien, pour espérer, voilà, pour espérer, éventuellement les montrer. Et puis, hier soir, il y a eu effectivement un affolement concernant une dernière arrivée possible pour l'OGC Nice. Hein. Ghisolfi a dit que lors de la conférence de presse de présentation de Didier Digard, il ferait entre une et trois arrivées, je crois, de mémoire. Il en a On a failli fait. en avoir 5 du coup, le dernier jour. Ah ouais, c'est ça. Enfin, je pense que c'était plutôt. On était plutôt parti sur une troisième arrivée et que ça Mmh. allait être sans doute soit Fofana, soit Bamba, soit Garbi. Donc voilà. Alors, on en a parlé un peu avant l'émission. Euh, je j'ai avancé l'argument, enfin c'est pas un argument, c'est plutôt un constat, c'est à quoi bon? À quoi bon récupérer un joueur offensif supplémentaire en prêt? Deux sur trois joueurs étaient des jeunes joueurs qui étaient, on va dire, bon, Fofana un peu plus confirmé que Garbi, mais qui n'avait pas encore exprimé grand-chose au haut niveau. Bamba a quand même beaucoup plus d'expérience et correspondait peut-être un peu plus à nos attentes. Voilà, est-ce que on ne fait pas suffisamment confiance aux joueurs de rotation en présence? Quel est le Je message derrière? Parce que c'était de toute manière un prêt, du moins pour Fofana et Garbi. mmh, Bamba, il y avait éventuellement peut-être un transfert puisqu'il est en fin de contrat en 2023, je crois. Mais mmh. tu vois, enfin, quel message tu envoies en fait Alors, concrètement? je suis d'accord avec toi, donc je vais essayer de faire court. Après, je te propose que quand on passe aux véritables arrivées qui sont concrétisées, on accueille quelqu'un du chat. Mais je, moi, je vois pas l'intérêt. T'as tout dit, hein, jeune joueur, prêt sans option d'achat, un poste où on n'avait pas forcément de besoin, que ce soit le poste de numéro 9 pour Datro Fofana ou un poste de milieu, voilà, de milieu offensif assez axial
Je vais y arriver pour putain, c'est moche la vieillesse. Pour Ismaël Garbi, pardon, excuse-moi. Voilà, donc j'étais un peu dubitatif. Heu, L'idée, c'était pas non plus, tu vois, de développer un jeune joueur pour qu'il retourne après avec plus de temps de jeu dans son club, surtout pas à ce poste-là. Maintenant, Bamba, par contre, voilà, c'était une vraie opportunité de marché. Il aurait pu venir concurrencer Sofiane Diop. Il aurait pu être décalé à droite pour pallier la blessure de Nicolas Pepe. Enfin, c'est un mec qui a plus de 200 matchs en Ligue 1, qui a staté toutes les saisons et qui, en fait, t'apportait de la concurrence, de l'expérience. Tu le récupérais pour pas cher. Et je pense que c'est ce qu'elle avait l'air de dire Téléfoot aujourd'hui. Je pense qu'en fait, ce genre de joueur en fin de contrat, c'est pas con du tout. Voilà, c'est pas con du tout à récupérer. Donc voilà, moi j'aurais bien vu Bamba, les autres, bon, ils auraient sûrement apporté quelque chose, mais sans regret. Très bien. Sky, j'en profite pour qu'on accueille notre premier auditeur ce soir. Il s'agit de Romain, bien connu sous le pseudo Odux ou Odou sur Twitter. Je n'ai jamais Romain, su. le talisman de la commu. Donc Romain, je te fais monter dans le salon. Normalement, on devrait pouvoir t'entendre. Tu peux ouvrir ton micro. J'en profite pour vous dire que si vous souhaitez participer à la libre antenne, c'est possible. Si vous voulez intervenir, voilà, je vous mets le serveur Discord. Vous n'hésitez pas. Il y a une salle d'attente justement pour les personnes qui souhaitent passer. Et Si on puis, arrive à faire passer tout le monde. voilà, l'idée c'est un peu ça. Alors on a mis un peu de temps, on a déballé un peu voilà tout le mercato en même On temps. a Il y jusqu'à avait 21h. on C'est pas a, grave. on a du temps, on a du temps. Romain, je vais te donner la parole. On a parlé des départs, mais je vais te questionner peut-être déjà dans un premier temps sur. On n'a pas parlé de celui de Mario Lemina, Sky, mais ça va être une transition toute faite Oui. pour parler on va dire de son remplaçant, Youssouf Ndachimilié, si je l'ai bien dit. Romain, je ne sais pas si tu nous entends. Déjà, salut. Salut Salut, Romain. On vous allez t'entend. bien? Eh ben Écoute, écoute, on verra à 23h, j'ai envie de te Ouais, dire. ouais. on verra, on verra. Si on prend 3-0 à Bollard, je te dirais que la soirée n'a pas été très bonne. Si on arrive à faire un résultat, voilà. Mais on en parlera. Romain, je vais te poser, enfin, je vais te demander un peu ton avis sur, on va dire, le départ de Lemina, l'arrivée de Youssouf au milieu de terrain. On a vu que contre Lille, justement, ça allait être sûrement, on va dire, non pas le titulaire, mais du moins qu'il allait être utilisé à ce poste de numéro 6. Déjà, plutôt de demander un peu ton impression sur ces quelques minutes contre Lille et ta perception, on va dire, de l'échange, si on peut parler d'échange, plutôt ce remplacement de Youssouf et le départ de Lemina. Je m'exprime d'abord sur Youssouf et après Lemina. Je t'en prie. Ok. Alors Youssouf, contre Lille, j'ai trouvé que ce joueur, il avait quelque chose de spécial. Bon, il est rentré en fin de match, c'est assez difficile de juger vraiment le joueur, mais en tout cas, il a laissé entrevoir quelques qualités. Physiquement, c'est quand même une armoire. J'ai l'impression qu'il va apporter beaucoup, beaucoup de bien au milieu, en compagnie d'Hicham Boudaoui et de Kefren Turam. Voilà, j'ai hâte de le voir prochainement. Et ensuite, pour Mario Limina, personnellement, j'ai toujours pas digéré le départ de Mario parce que c'était un joueur incontournable de notre 11. C'était un de nos meilleurs joueurs avec JC Todibo sur cette première partie de saison. Voilà, moi personnellement, il me manque beaucoup et je pense qu'il manque à beaucoup de supporters. Après, les conditions de son départ, on peut les comprendre. Enfin, je pense que quelque part, on peut le comprendre parce que, comme il disait dans une interview sur YouTube il n'y a pas longtemps, il a 29 ans, il n'est plus tout jeune, il a reçu une offre assez importante pour son âge, même lui l'a reconnu d'ailleurs. Alors après, est-ce que de base il voulait rester? On ne sait pas. Après, oui, les Mario Limina,
je trouve ça très embêtant de l'avoir perdu après. On verra, on verra comment Youssouf va reprendre le flambeau en tout cas. Et concernant l'arrivée de Terem Moffi, comment tu juges un peu on va dire cette valse un peu des attaquants, départ de Delors à Nantes, arrivée de Terem Moffi, c'est un transfert qui a fait énormément parler de par aussi la lenteur on va dire des négociations, hein, enfin je veux dire euh, la lenteur vue par beaucoup comme étant trop importante. On récupère un joueur qui est en pleine bourse sportivement, qui fait une très belle saison pour l'instant à Lorient. Est-ce que tu es confiant concernant voilà, cette arrivée pour toi, est-ce qu'il y a vraiment une valeur ajoutée par rapport à Andy Delors lorsqu'il était à l'OGC Nice? Pour moi, oui. Moffi, comme tu l'as dit, est un jeune joueur qui progresse de saison en saison. Il n'y a qu'à voir statistiquement ce qu'il a fait sur les dernières saisons depuis qu'il est à Lorient. Voilà, Moffi est en train de devenir un joueur confirmé. Pour moi, oui, c'est tout à fait une valeur ajoutée par rapport à Andy Delors. Andy Delors, vous en parliez, je vous ai entendu en parler tout à l'heure. Voilà, merci pour la saison dernière. Il nous a fait vivre beaucoup d'émotions. Voilà, on savait qu'il avait quand même un caractère très particulier, qu'il avait déjà un passé très tumultueux. Voilà, je pense que oui, Mofi, pour la suite du projet en tout cas, est un super investissement en tout cas. Et je vais te poser une question aussi, Romain, plus globale sur le mercato. Ensuite, je laisserai la parole à Sky. Mais ça a fait beaucoup parler. On va dire que c'est le gros point positif euh, nommé par beaucoup. C'est le poste de latéral gauche. On sait que c'est un poste qui, on va dire, pas, où il manque cruellement de la qualité depuis le départ d'Albert. Aujourd'hui, les latéraux gauche de l'OGC Nice sont Melvin Barr, Joey Bryan et dans une moindre mesure Jordan Lotomba. Euh, Quel est ton avis là-dessus, en fait, Romain? Est-ce que pour toi, le mercato est raté du fait qu'on n'ait pas pu faire de latéral gauche ou plutôt confiant dans le fait que si on l'a pas fait de ce mercato estival-là, hivernal-là, c'est plutôt, euh, on va dire, dans l'optique de faire un gros coup l'été prochain? Alors pour moi, ce poste de latéral gauche, enfin ce dossier du latéral gauche plutôt, c'est le seul point noir de ce mercato forcément, puisque au niveau du latéral gauche, on n'en a pas depuis 5 ans quand même, depuis le départ de d'Albert. En soi, le mercato d'hiver, je vais dire ce que j'en pense personnellement. Pour moi, il n'est pas raté. Moi, je le trouve loin d'être mauvais en tout cas. Comme on en a discuté précédemment, Mofi et Youssouf, ce sont des bonnes recrues pour le futur projet de l'OGC Nice sur les saisons à venir. C'est dommage en tout cas de ne pas avoir de pas avoir comblé ce poste de latéral gauche euh, qui, qui est quand même problématique depuis plus de 5 ans. Voilà, mais en tout cas, l'été prochain, il va pas falloir se tromper. On n'aura pas le choix. En tout cas, il va falloir prendre du confirmé. Il va falloir prendre un joueur solide au poste. De toute façon, peu importe où on finira la saison, peu importe la place où on finira, on sera obligé de prendre quelqu'un de fiable, quoi. Ensuite, Après, c'est plus euh, facile quand tu es européen d'attirer un gros joueur. oui. Par exemple, Rafael Guerrero. Oui, bien sûr, exactement. Guerreiro, pour moi, c'est vraiment le profil parfait. Mais ensuite, oui, si tu n'es pas en Coupe d'Europe, il y a 95% de chances que tu n'arrives pas à l'attirer et c'est quand même logique. Euh, voilà, j'espère en tout cas que l'été prochain, on prendra quelqu'un de solide. Ensuite, à voir ce qu'on fera de l'autre côté, à droite, où, à mon sens, il faudra, c'est malheureux, mais se séparer de Youssef Attal,
il n'en finit plus de se blesser. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste pour lui, mais voilà, ça aurait pu être quelque chose de encore plus beau. Bon, certes, Youssef Attal est un fantastique joueur de ballon quand il a 100% de ses moyens, mais le problème, c'est que depuis son arrivée, à part sa première saison, il a toujours eu ces soucis physiques qui l'ont empêché qui l'ont empêché d'exploser. Mais en tout cas, que ce soit à gauche ou à droite, le poste de latéral est vraiment le chantier prioritaire de chez prioritaire pour l'été prochain. Sky, si tu veux réagir sur le Je poste de la... pense qu'il Ouais. a, il a tout dit pour le poste de latéral gauche. Moi, je suis un peu plus déçu quand même parce que c'était la priorité de l'été dernier. On nous a dit qu'on rattraperait ça cet hiver. Ça s'est pas fait. C'est encore la priorité de l'été prochain. Alors, je suis d'accord avec Romain, hein. De toute façon, l'été prochain, on n'aura pas de choix, hein. Déjà, ne serait-ce que Joe Bryan va repartir d'où il vient. Je suis pas convaincu que, je suis pas convaincu que Melvin Barr, lui, reste à l'OGC Nice non plus. Donc bon, faut prendre des meilleurs joueurs et peut-être même en prendre deux. Maintenant, moi, j'ai quand même beaucoup de mal à croire qu'on n'ait pas réussi à faire un joueur qui t'apporte quelque chose sur la deuxième partie de saison. Tu vois, s'il fallait faire un joueur en prêt sans option d'achat, ben c'est bien sûr, à la limite, c'est sur ce poste-là que je l'aurais vu, plutôt que sur un poste offensif où les postes sont déjà doublés. Maintenant, voilà, c'est ma lecture aujourd'hui le 1er février. Si le 1er juin ou le 1er juillet, tu signes Guerrero et un autre latéral gauche, parce qu'en fait tu t'es mis d'accord avec eux dès cet hiver, bah, Mm. forcément ma lecture sera pas la même. Mais là, je t'avoue que à chaud, de me dire, Ghisolfi, là, depuis 3 mois, on sait que c'était le poste à renforcer en priorité et on se retrouve même pas avec un mec en prêt, sans option d'achat sur lequel, tu vois, tu te serais pas engagé pour l'été prochain justement, qui va t'apporter quelque chose de plus que Melvin Barr ou au moins une concurrence plus sérieuse que celle proposée par Joe Bryan. Voilà, Mm. je suis peut-être de mauvaise foi ou exigeant, mais j'ai quand même beaucoup de mal à croire que tu pouvais faire personne. Je pense juste qu'en fait, le club avait décidé que soit il mettait 20 patates sur un hit nourri pour anticiper un recrutement de cet été, soit qu'il voulait se concentrer sur d'autres pistes. Voilà, c'est la stratégie qu'ils ont adoptée. J'espère qu'on n'aura pas à regretter en fin de saison. Il nous manque pas 2 points pour l'Europe parce que on n'aura pas de latéral gauche. Moi, je veux bien qu'on dise du mal de Melvin Barr, hein, qui effectivement est un joueur limité. Si demain il se pète, je sais pas trop à quoi ça va ressembler. Pour donner mon avis par rapport à ce sujet, alors j'entends ce que tu dis, Sky, et cet avis est partagé par beaucoup. Maintenant, comme je te l'ai dit tout à l'heure, et je vais le répéter, euh, quand on prend un peu de la hauteur sur effectivement tous ces mouvements-là, je pense que l'objectif effectivement c'était de faire Ait Nouri et que ça s'est pas fait parce que Wolverhampton demandait peut-être un peu trop et parce que le joueur n'était peut-être pas chaud pour venir. On n'est pas dans le secret des dieux, on ne sait pas exactement comment ça s'est passé. Voilà, contractuellement, on sait aussi que c'est toujours compliqué de négocier avec des écuries en première ligue parce qu'ils proposent aussi des salaires astronomiques et en termes de puissance financière, c'est toujours compliqué de rivaliser. Ça, c'est un fait. Maintenant, bon, tu as un jeune joueur aujourd'hui dans ton équipe qui est accompagné d'un joueur en prêt limité dans la performance et sans option d'achat contractuellement. Je pense que l'idée, c'est aussi de se dire jusqu'où on pourra tirer Melvin Barr, quoi. Jusqu'où on peut l'amener, jusqu'où il peut aller. Parce qu'effectivement, c'est pas flamboyant. Mais par contre, lorsqu'il arrive à être, on va dire, consistant dans sa performance, il a su montrer. Enfin, je veux dire, quand même, Melvin Barr, sa première saison en pro, c'est l'année dernière. Et il est titulaire à l'OGC Nice qui termine 5e du championnat. On peut être critique sur son niveau, sur son apport offensif, sur sa qualité de centre. On ne peut pas nier que c'est un jeune joueur qui est titulaire dans une équipe hyper ambitieuse et qui, au même titre que d'autres joueurs, parce que collectivement on n'a pas été bon depuis le début de saison, est passé Hmm. aussi à travers. Je veux dire, pourquoi aujourd'hui... C'est le seul qui peut pas trop se cacher parce que derrière, t'as un mec qui est là sans être là et qui est pas meilleur que lui en plus, hein, Joe Bryan, hein,
va pas se mentir, hein, parce que bizarrement, depuis que Lucien Favre est pas là, on n'a pas davantage vu Joe Bryan. Donc, Oui. je pense que Et s'il y a deux entraîneurs qui partent du principe que Melvin Barr est devant dans la hiérarchie, bon, c'est aussi une logique de te dire que tu vas devoir le garder la saison prochaine ou le vendre, donc c'est normal de le montrer lui plutôt que Joe Bryan, dont t'as rien à foutre. C'est pas contre lui, il a l'air charmant comme garçon, mais il repart au mois de mai, donc du coup, t'as pas trop intérêt à forcer avec lui. Mais je juste rejoins un pour peu ce qu'il dit terminer. sur le chat Ouais, et ce que tu disais. ouais. Par contre, ça veut dire qu'en fait, l'été prochain, je veux pas entendre parler au 1er août de dire qu'on est encore à la recherche d'un latéral gauche. Je veux dire, là, si tu l'as pas fait au mois de juin, ça veut dire que enfin, au mois de janvier, c'est ta première recrue au mois de juin ou au 1er juillet. À la reprise de l'entraînement, c'est un dossier que t'as dû boucler. Bon, là, faut pas, enfin voilà, faut Et pas pousser. Je pense que juste pour tu le sais terminer, maintenant. juste pour terminer un peu le développement pour Melvin Barr, parce qu'il y a des choses qui sont intéressantes. Alric dit effectivement c'est pas un piston, il a été trimballé tantôt dans une défense à 4, tantôt en tant que piston, alors qu'effectivement il n'a pas du tout les qualités et on va dire le registre peut jouer dans ce registre, enfin dans cette position là on va dire. Nissardetta nous dit alors Barr n'a pas de concurrence, ça n'aide pas à progresser. Ah ben, le Je suis tout à fait contre-exemple d'accord. ouais mais contre-exemple aujourd'hui c'est Jordan Lotomba. Jordan Jordan Lotomba, Lotomba, il a pas de concurrence. ah bah Moi, il je a peux pas te de dire que concurrence, elle est toujours blessée. Et regarde comment il est bon moi, depuis je, plusieurs semaines. ouais, moi, je pense que Jordan Lotomba, il sent bien aussi que derrière lui, il a Antoine Mendy et que s'il fait un mauvais match, Didier Digard, et d'ailleurs Lucien Favre l'avait déjà un peu fait jouer, Didier Digard, il hésitera pas du tout à mettre Antoine Mendy titulaire à sa place, hein. Et Alors, si tu te fais sauter par Youssef Attal et Antoine Mendy, ta carrière à Nice et après ta valeur sur le marché des transferts, c'est pas la même du tout, hein. est-ce que tu Et considères d'ailleurs, tu vraiment remarqueras, Jordan Lotomba commence à faire des bons matchs, à faire des meilleurs matchs à Nice depuis qu'il y a Antoine Mendy dans le groupe pro. Moi, je pense pas que ce soit une coïncidence. Après, tant mieux si ça lui a mis le coup de pied au cul qu'il lui fallait pour enfin assumer les qualités qu'il a, hein, parce que c'était un super joueur en jeune avec l'équipe nationale suisse, enfin les U21, les U23. Mais à mon avis, au contraire, moi je pense que Jordan Lotomba, c'est la preuve que quand tu mets quelqu'un dans les pattes d'un joueur, bah, bizarrement, ça remet les choses en place. Et pour Melvin Barr, très simple, depuis qu'il arrive à Nice, il a eu trois concurrents. Les trois sont partis ou ont été relégués sur le banc par ses performances, hein. Donc ça soulève à la fois la question du niveau des concurrents qu'on lui a amenés, mais aussi le fait que bah, il n'est peut-être pas si nul que ça si l'OGC Nice, avec trois latéraux gauche, n'a pas réussi à lui mettre un mec devant. Donc, là-dessus, on est d'accord. Je te remercie Romain pour tes interventions. Je vais donner la parole à Pierre qui va me donner un peu, enfin qui va nous donner son avis un peu sur le mercato. Euh, Juste préciser avant de te donner la parole, je vais y arriver. Pierre, qui a eu également des prolongations, celle de Buonani, celle de Naounou, qui a signé son premier contrat pro, celle de Boudaoui, celle de Todibo. Peut-être voilà aussi cette volonté voilà, de Ghisolfi d'être de monter son projet dans la globalité à l'OGC Nice, à savoir voilà, verrouiller les joueurs talentueux qui ont une certaine valeur marchande. Aujourd'hui, Todibo, je pense que c'est le joueur qui a une valeur marchande qui est peut-être la plus élevée avec éventuellement peut-être Kefren Turam lorsqu'il est haut niveau. Peut-être un mot Sky sur ces choix-là qui montrent aussi que voilà, ils commencent à poser petit à petit ses pions et qui font partie un peu de la gestion et des mouvements qu'on peut associer à ceux du mercato. c'est bien. Moi, je trouve déjà c'est bien que ce soit communiqué, parce que l'espèce de secret sur la durée des contrats des joueurs que Julien Fournier alimentait, je trouvais ça un peu inutile et frustrant. Donc, du coup, voilà, là, c'est clair, comme n'importe quel autre club, on communique ça. Ça nous permet d'avoir une bonne nouvelle quand tu vois Todibo poser avec son maillot 2027, alors qu'on sait très bien qu'il sera plus là en 2027, hein, mais voilà. Donc, c'est une bonne nouvelle. Buonani, effectivement, c'est logique aussi. Et je pense que d'avoir fait ça très rapidement après la signature de son premier contrat pro, c'est aussi une énorme marque de confiance que le club lui apporte. Bon, Naounou, c'est dans la suite logique, puisqu'on l'a vu aussi un peu
un peu apparaître sans que ça présume de la suite de sa carrière à l'OGC Nice. Mais bon, c'est bien de sécuriser le joueur. Non, enfin, c'est bien que ce soit réfléchi. Boudaoui, forcément, moi je suis ravi aussi. Et Florent Ghisolfi l'avait dit dès sa première interview que ça allait être un des premiers dossiers auxquels il allait s'atteler. Donc voilà, c'est des bonnes nouvelles. C'est bien que le club communique dessus. On se doutait que c'était fait par le directeur sportif précédent. Mais là, au moins, ça nous permet aussi d'avoir un peu une vision sur son travail au quotidien, la gestion de l'effectif, voilà, la gestion du projet Ineos et du projet de l'OGC Nice. Donc voilà, moi je suis content. C'est des petites nouvelles qui coûtent rien et qui en fait t'apportent plutôt des bonnes nouvelles. Donc prenons. On n'en a pas eu beaucoup cette saison, alors prenons-le. Alors qu'on nous annonce que la compo est vraisemblablement sortie Ouais, pour mais c'est une le... compo avec 12 joueurs, donc je garde un œil dessus. D'accord, ok, Je te pas de dis quand souci. elle est sortie officielle. Pendant ce temps, on accueille Pierre. Ok. Romain, je te laisse éventuellement redescendre si tu souhaites. Je te remets en salle d'attente et puis si tu comptes intervenir, enfin si tu veux intervenir, tu me fais signe par message privé, on fait comme ça? Ouais, ça marche. Ben, merci à vous en tout cas, les gars. Eh Et ben, bon merci match, à Romain. toi pour ta pertinence et puis bon match surtout. Merci, bon match. Salut Pierre, comment tu vas? Eh, Salut Pierre, comment bon, tu vas? Ah bonsoir à ouais, tous. par contre, retire l'écho parce que je sais pas, tu regardes sur une télé ou quoi, ça va être Attendez. insupportable. Donc, Ouais. bon, Vous m'entendez là? ouais, on t'entend On bien. t'entend. Bah écoute, tu veux peut-être réagir sur voilà, le mercato dans sa globalité, un peu ta perception, et ensuite on va peut-être progressivement eh bien, se tourner sur le match de ce Vers soir, le match dès qu'on a la compo, hein. dès qu'on a la compo qui ne saurait tarder dans quelques minutes. Carrément. Bah, moi, déjà, dans l'ensemble, si je devais donner une note pour commencer à ce mercato, je lui mettrais un petit 6/10 parce que je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Sky sur le poste de latéral gauche. Pour moi, c'est ça qui fait chuter la note, c'est que on nous l'avait annoncé comme le poste archi prioritaire et on le sait, ça fait des années que c'est un poste prioritaire et que c'est un poste qui n'est pas comblé. Et encore une fois, bah, on n'a pas obtenu le joueur qu'on voulait. On a eu l'espoir jusqu'au bout avec la rumeur Polo Ottavio, mais ça n'a pas pu se faire malheureusement. Après, je trouve que le club a, le club a bien travaillé sur le reste et finalement a confirmé la dynamique qu'il souhaitait prendre. Gisolfi avait dit qu'il voulait prendre des joueurs un peu plus jeunes. Ça coïncide bien avec les départs de Lemina, remplacé poste pour poste par Youssouf qui a 24 ans. Et de même pour l'attaquant Delors, 31 ans, remplacé par Mofi, 23 ans, qui a un profil très rare et très recherché en Ligue 1. Donc ça, je pense que c'est un très gros coup qu'on a fait avec Mofi. Et même si, bon, certains diront que c'est un peu surpayé, mais je pense qu'en hiver, déjà, c'est un peu obligatoire. Et puis, pour faire passer un cap au projet, je pense que malheureusement, on est un peu obligé de passer par là. Mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle et ça rassure par rapport à Ineos aux doutes qu'on pouvait avoir. Là, ils ont envoyé la caillasse, comme on dit, quoi. Ouais, quasiment 30 millions étalés sur Mofi, plus de 10 millions d'euros sur Youssouf. Hors vente, on est effectivement sur des sommes qui sont assez historiques pour un mercato hivernal. Sky, peut-être euh, un ressenti par rapport à ça. Moi surtout, bah, on sent, alors, j'avais besoin d'avoir votre avis là-dessus, c'est-à-dire que on sent la restructuration, mais qui n'arrive pas au bon moment. À savoir que tout ce qui est en train de se passer ces dernières semaines, etc., ça aurait dû normalement se dérouler l'été dernier avec une direction sportive, avec tout ça. Enfin, je veux dire, Ah, l'été dernier ou l'été prochain, mais bon, c'est vrai que c'est un là, peu en cours de limité. saison, il faut limiter C'est la un peu casse limité. aussi, quoi. Voilà, ils s'en sont pas mal sortis en remplaçant, je suis assez d'accord avec Pierre, même si après c'est le terrain qui nous le dira, mais sur le papier, avantageusement,
les partants. Bon, je suis d'accord avec ce que disait Romain tout à l'heure, hein. Moi, je suis triste que Mario Lemina soit parti, mais après, pour lui, pour sa carrière et nous dans le projet, ça fait sens malgré tout. Euh, à voir ce que les joueurs donneront sur le terrain. Moi, je suis plutôt hypé. Bon, Mofi, c'était pas nécessairement ce qui me fait le plus rêver, mais à la fois, il est jeune, il stat très très fort, il a un gros potentiel, il a au moins déjà quelques saisons dans les pattes. Youssouf, c'est pareil, même si c'est pas en Ligue 1 et que c'est dans un championnat quand même assez sérieux en Turquie et en Coupe d'Europe. Donc c'est bien d'avoir enfin des jeunes joueurs qui arrivent, mais avec de l'expérience. Tu vois, tu sors un peu du cercle vicieux, Miziane, Sako, où en fait ça peut marcher, comme Gouiri, ou ça peut ne pas marcher, parce que c'est des mecs qui ont 3 matchs en pro dans les pattes. Donc moi je trouve que c'est ça qui est aussi intéressant dans la philosophie qui est apportée par Florent Ghisolfi, et je pense que c'est déjà un projet beaucoup plus sérieux, en tout cas beaucoup plus en rapport avec les ambitions qu'on a affiché aujourd'hui que ce qui pouvait être fait depuis 2019. Euh, voilà. Après, bon, encore une fois, c'est le terrain qui montrera si ça se vérifie ou pas. Et puis voilà, hein. Déjà, notamment dès ce soir, petite transition sur la Eh compo, oui, parce que ouais. Youssouf est titulaire. Ah ouais. Antoine Et, Mendy aussi, et apparemment. Mendy est titulaire aussi. Donc tu vois, finalement, le souffle de Lotomba qui joue à gauche, du coup, et Barre qui sort du banc. Bon, Ah! oubliez tout ce qu'on a Ah dit ouais. sur les 20 dernières minutes, Mais très, alors, très par clairement. contre, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il va avoir en face de lui Under, donc pied inversé. C'est peut-être dans cette idée-là, je crois, hein, ou alors avec Tavares aussi qui peut éventuellement jouer sur. Ah, tu sais qu'on joue Lens hein, ce Ah Lance. oui, soir, ah, par putain, contre, hein. Je sais que t'es dans le turfu, Pancho, mais ce soir j'étais on sur joue Lens, Marseille! hein. J'étais sur Marseille! Pardon. Voilà. Je pense beaucoup au match de dimanche, excusez-moi. Bah ouais, du coup, pied inversé, ça compte plus là. C'est Voilà. Ou dommage. alors c'est un 3-5-2, je sais pas très bien encore, mais je pense que Non, non, on va rester sur un. je pense pas. Je vais prendre connaissance de la compo. Ouais, ou Alors, alors. je la dis que pour ceux qui l'auraient pas sous les yeux, du coup, Ouais, vas-y. Schmeichel, Youssouf, Dante, Todibo, Mendy, Ramsey, Boudaoui, Thuram, Lotomba, Diop, Laborde. Donc voilà, à voir comment est-ce que vous articulez ça, on le saura assez vite, sachant que Viti, Brian, Barr sont bien sur le banc, hein, donc c'est pas une question de blessure non plus. Buonani également. C'est étonnant, hein. C'est étonnant quand même. Étonnant, on va voir, mais on fera un débrief. Mais en tout cas, voilà, est-ce que Digard change pour la première fois son dispositif tactique? Est-ce qu'il semaine à 3 matchs oblige, il fait pas juste une rotation de l'effectif aussi, mais Ça a l'air quand même vachement défensif là. parce que moi je le vois bien en 4 je le vois bien en 4-4-2 aussi, hein, par exemple. Donc du coup, Ouais, mais tu mets qui devant avec la board Diop? tu peux, hein. Enfin, non, je pense En que soutien, enfin bon, tu peux l'imaginer de plein de façons après, hein, peut-être avec un Diop un peu plus axial, un 4-4-2 avec Boudaoui mm. à droite. Un Euh, 4-4-1-1 avec Diop derrière la board. Enfin, voilà. Ouais, et puis un Un Thuram électron peut-être. libre, comme dit Flo J7 sur le chat. Ouais, avec un Ou Thuram Boudaoui peut-être. en ailier droit, le retour. En tout cas, Boudaoui est là, donc normalement on ne perd pas. Je veux pas. Ah ouais, éventuellement un Boudaoui ailier droit, Diop à gauche, la bord devant, et puis un milieu de terrain, Thuram, Ramsey, Ndiaye Chimier. Youssouf. Ça peut être aussi ça, mais honnêtement, si on se sépare de Boudaoui dans l'entrejeu, C'est pas grave, on est invincible le temps qu'il est sur le terrain. Moi, c'est tout ce qui m'importe. ok. Pierre, ton avis sur la compo, est-ce que t'as besoin est-ce que tu l'as sous les yeux ou tu veux qu'on te la redonne ou tu l'as en tête? La compo, ouais, je l'ai à peu près en tête. Ok. Bah, du coup, tu imagines quelle animation pour ce soir? Est-ce que on va éventuellement voir un changement tactique, le premier sous l'air d'Igard et le 4-3-3 out? Bah moi, ouais, d'ailleurs, juste, je vais réagir là-dessus. Je suis un peu déçu par rapport à ça parce que je trouvais que le 4-3-3 de Digard fonctionnait vraiment bien. Et j'aurais aimé le voir face vraiment une équipe très joueuse contre qui on aurait pu avoir des espaces et ça aurait pu être intéressant. Donc, alors j'espère me tromper, hein, mais j'ai l'impression qu'on se dirige vers une compo où on va peut-être un peu refuser les principes de jeu et peut-être être beaucoup plus défensif.
comme on a vu par exemple Troyes le faire face à Lens ce week-end, avec une compo très défensive, et là ça a l'air d'en prendre le chemin. Moi je le vois un peu comme ça, parce que bah, visiblement ça a l'air d'être une défense à 5, donc Après, quand tu vois les joueurs sur le banc, les joueurs, on va dire, bon, défensivement, il n'y a pas de, enfin, il y a pas de surprise, si ce n'est peut-être le fait que Melvin Barr soit sur le banc. Mais tu vois, les remplaçants, Brahimi, Buonani, Barclay, Beka, Rosario. Enfin, je veux dire, c'est pas des joueurs non plus qui. Il n'y a pas de choix fort, si ce n'est le fait que Barr soit dehors. Comme le dit Alric, l'absence de Pépé fait très mal et te force à peut-être reconstruire ton animation offensive avec un Boudaoui un peu plus dézonné et, euh, et une compo qui sur le papier est peut-être un peu plus défensive. Maintenant, j'ai du mal à imaginer que radicalement on change notre style de jeu et qu'on attende bloc bas Marseille, qui risque sûrement d'avoir le ballon, mais je ne vois pas non plus les attendre et ne rien proposer, quoi. Au vu des premiers matchs de Digard, alors je suis peut-être un peu trop optimiste, mais j'ai du mal à l'imaginer. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Ça a beau être plus défensif sur le papier, derrière, même si tu joues à 3 derrière, l'animation, elle peut être plus haute sur le terrain. Mais là, c'est juste qu'au vu des joueurs affichés, honnêtement, en joueur à vocation offensive, allez, j'en mets max 3. Thuram, si on considère que c'est un joueur offensif, Ramsey peut se projeter aussi, mais ouais, Diop Laborde, quoi. Sinon, ouais, typiquement là je pense que j'aurais préféré du coup avoir peut-être un Barclay à la place de Ramsey, qui aurait peut-être eu un profil un peu plus à se projeter. allô. Ouais, Ouais. allô. Ouais, il y a une coupure, je crois, de ton côté, Pierre. Je suis assez d'accord avec ce qu'il dit sur la présence de Barclay qu'on a moins Ouais, vu qu'en tout début d'année civile. Par contre, je vous pose une question et bon, je sais ce que tu vas dire. enfin, voilà, je vous connais, a priori, vous êtes des supporters de l'OGC Nice. C'est quoi le match le plus important de la semaine? Ah, j'ai cru que tu allais parler d'Aaron Ramsey parce que Non, honnêtement, pitié, non, pardon pas. non mais parce que c'est vrai qu'il enchaîne les titularisations. Bon, je sais pas, mais je rejoins totalement Pierre là-dessus. Je trouve que par rapport aux dernières rentrées, même par rapport au profil, au vu de la composition, peut-être qu'un Barclay, bon, Oui, mais enfin, encore une fois, c'est quoi le match le plus important de la semaine pour vous? Parce qu'en même temps, Marseille. si vous me dites que c'est Marseille, c'est le moment ou jamais où tu fais tourner. Là, ce soir, c'est dommage, ça tombe face à Lens, mais si jamais tu as envie de sortir ta grosse équipe en faisant justement jouer Barclay au milieu, en remettant Buonani éventuellement, ou enfin voilà, en remettant Melvin Barr qui peut-être est malgré tout ce qu'on peut dire ton meilleur latéral gauche, tout ça, ben si c'est pas ce soir que tu les fais souffler, tu le fais pas quoi. Donc Ouais. je, je sais pas s'il y a un match qui est peut-être plus important que l'autre. C'est sûr que si on regarde par rapport à notre prisme de supporter, le match à Marseille, c'est le plus important. Maintenant, on va jouer le deuxième et le troisième du championnat. Pour moi, c'est deux matchs qui sont hyper importants pour savoir exactement où est-ce que tu mets le curseur sur ta fin de ouais, mais saison. t'es obligé de faire tourner. Je te dis pas que t'es en train de Ouais, balancer le mais en match même face à Lens, c'est pas l'idée. Mais en même temps, si tu fais pas tourner maintenant, c'est-à-dire que tu fais tourner dimanche, et à choisir entre les deux, est-ce que ouais. tu as envie de voir la première titularisation de Youssouf et éventuellement tester un autre système là face à Lens ou au Vélodrome, tu vois? Enfin, Oui, ben dans ce je dis pas que sens-là, le choix est simple, mais si c'était présenté comme ça, je le comprendrais au moins. ouais, Sur- après, effectivement, ben, Pierre, vas-y, je t'en prie. Surtout qu'en étant optimiste, ça peut être ça peut très très bien se passer, et ça peut être une Mm, révélation, hein, ce bien changement de sûr. système aussi, hein. Donc moi je pense que malgré tout, enfin, l'équipe reste quand même assez compétitive, hein. Je suis pas en train de dire Ouais, t'as que pas, t'as pas Boulendi, Brian, Beka voilà, Beka et Naounou, enfin, non, sans leur manquer de respect. T'as une quand équipe, même, t'as ça reste 11 quand même. joueurs qui te font envie sur le terrain quand même. Enfin, Oui, alors après, moi bon, Mendy, j'ai bien aimé ses entrées à chaque fois. Après, c'est quand même un joueur, on a vu, qui pouvait faire quelques petites erreurs. Donc, je me dis, le lancer comme ça, titulaire face à Lens, en plus, dans cette ambiance chaude de Bollaert, enfin, ça me paraît un peu risqué. Mais bon, pourquoi pas après, hein. Pour moi, alors, c'est intéressant que tu dis ça parce que
On en parlait tout à l'heure lorsqu'on évoquait les latéraux, mais j'ai envie de croire au fait que Mendy est la doublure de Lotomba actuellement à droite. Mais en même temps, de me dire ça, ça expose le joueur. C'est-à-dire que ça reste quand même un jeune joueur qui a quelques minutes. On a besoin de lui donner des minutes pour qu'il se développe, je ne dis pas le contraire. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il a Alors, suffisamment de garantie pour... je te coupe, c'est la doublure de Lotomba qui lui-même n'est pas censé être le titulaire au poste. Je veux dire, qui est qui se retrouve, actuellement, qui ouais, mais se qui est retrouve actuellement aussi. titulaire de l'OGC Nice, et qui mérite d'être titulaire, et ce malgré la blessure d'Atal. Oui, mais tu te retrouves dans cette situation-là, encore une fois, parce que Youssef Attal se pète. Parce qu'en fait, si on te dit, bah, Mendy, c'est la doublure de la doublure à droite, et qu'en fait, Lotomba, il va jouer la moitié du temps à gauche, en fait, tu dis, ouais, c'est le deuxième homme ennemi ou le troisième homme, s'il joue une fois de temps en temps, c'est bien. En fait, Mm. là, aujourd'hui, tu te retrouves dans cette situation-là, parce que, un, t'as pas recruté à gauche, donc t'es obligé de mettre Lotomba. Deux, Youssef Attal s'est blessé. Deux problèmes que tu connaissais déjà dès l'été dernier, hein, j'y reviens, mais voilà. Après, bon, il a montré des belles choses. Le projet et ce qu'on attend de Didier Digard, c'est aussi de lancer des jeunes joueurs. Donc, on va pas râler quand il le fait. C'est sûr que il aurait lancé face à Clermont, on serait peut-être un peu plus serein que face à Lens. C'est Je ça. vous l'accorde. Mais bon, au bout d'un moment, faut les lancer. Il a lancé Buonanni titulaire face à Lille, qui est pas non plus une petite équipe, et on a vu comment ça s'est passé. Voilà. Faisons confiance au coach. J'ai envie de dire, là, depuis son arrivée, s'il a bien prouvé un truc, c'est qu'on pouvait le suivre sur les jeunes joueurs. Après, c'est sûr, si on perd 3-0 et que les 3 buts viennent du côté de Antoine Mendy, on réécrira peut-être un peu l'histoire. Mais voilà, Non, bah, cette fin de saison doit aussi servir à préparer les prochaines. Et ça passe par faire jouer des jeunes joueurs dans des matchs à enjeu. non, puis moi, surtout, ce que j'apprécie avec Digard, en plus, c'est que il a pas peur des changements, en fait. Ce qui était le cas de Lucien Favre. Il a pas du tout peur des changements. Il est capable de faire du coaching. Je suis persuadé que s'il voit que Antoine Mendy est en difficulté sur son côté, refaire passer Lotomba sur la droite et faire rentrer Melvin Barr à gauche, enfin, je sais qu'il pourra le faire. Il est très intéressant voilà, dans son coaching. Donc moi, je lui fais entièrement confiance. Après, voilà, j'ai mis des petits doutes parce que, bon, bah forcément, si on n'a aucune critique à faire, on ne serait pas là à parler. Euh, Pas d'émission, euh, effectivement. mais du coup, je pense que ça peut être un système intéressant. J'ai hâte de voir. Alors moi, je suis très hypé par Youssouf. Youssouf Mhm. titulaire, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Parce que j'ai Dans un bien match comme apprécié. ça, effectivement, à l'extérieur, avec l'ambiance un peu chaude de Lens, Ouais, ouais. effectivement, ouais. C'est un match où il peut exprimer ses qualités, où c'est un match où on va avoir besoin de ce genre de guerrier, en fait, qui a manqué au club. Et ça, d'ailleurs, alors je le précise aussi, je reviens un peu sur la politique, du coup, j'ai l'impression que Florent Gisolfi et Fabrice Boquet essayent d'amener des joueurs comme ça qui ont un état d'esprit conquérant. Et ça me plaît beaucoup, parce qu'on retrouve un peu la mentalité de l'OGC Nice un peu à l'ancienne. Et du coup, bah, j'aime beaucoup la direction qu'on est en train de prendre là-dessus. Et Youssouf incarne parfaitement cette nouvelle direction du projet. En un tampon, il a mis tout le monde d'accord quand même, hein, Ouais. Youssouf, hein. On l'a vu Ouais, 5 minutes face à Lille, il a mis un giga tampon, puis il allait essayer de se battre avec je sais plus lequel Lillois. Il a déjà convaincu tout le monde. C'est beau, hein, voilà, je pensais exactement à cette comme on est action. facile à séduire, Avant mais ça même de marche toucher toujours. son premier ballon, effectivement. Ouais, Euh, Messieurs, donc on le disait, voilà, déplacement à Lens ce soir, déplacement à Marseille, Ouais. deux grosses affiches. Il est 20h25. Est-ce qu'on se lancerait pas dans un petit pronostic déjà, Hmm. idéalement pour vous cette semaine, bon, naturellement 6 points, hein, mais vous imaginez quoi sur ces deux matchs cette semaine-là? Est-ce qu'on signe pour un 2 points? Vous situez votre curseur où? Moi, j'ai quand même l'impression que cette semaine-là, ça va être une semaine un peu vérité, quoi. C'est-à-dire Hmm. qu'on peut très bien supposer que ce match-là, c'est un match de Conference League qui va arriver bientôt, qui arrive en milieu de semaine, un match relevé, voilà, contre Lens, et où t'enchaînes après avec un gros match, voilà, qui arrive dans le week-end.
ça situe un peu l'équipe. Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'aujourd'hui, on est capable de battre des équipes 7-8e de Ligue 1 comme Lille ce week-end et c'est tout? C'est un peu notre plafond sur cette saison. Ou est-ce qu'on peut chercher un peu plus loin et se dire que sur cette semaine-là, on peut peut-être faire un coup, aller gagner un match à l'extérieur et faire un match nul et faire 4 points et dire aux concurrents, va falloir compter sur nous cette deuxième partie de saison parce que mathématiquement, on n'est pas mort. Et c'est vrai, mathématiquement, on n'est pas mort. Il nous Mm. reste quasiment une demi-saison à aller chercher. Peut-être que. Voilà. Est-ce que je suis dans le vrai? Est-ce qu'on peut déjà parler de semaine capitale ou pas? Moi, je pense qu'en fait, si tu fais un résultat cette semaine, tu prenais l'exemple de 4 points, pourquoi pas. Je pense que tu peux à nouveau croire à la Coupe d'Europe. Alors, je sais qu'on s'enflamme beaucoup, tout ça, hein, mais 4 points, tu vas peut-être enfin réussir à te placer dans le top 8. Là, on attend la fin des résultats, hein, mais si jamais ça bouge pas sur les autres pelouses de Ligue 1 et que tu gagnes ce soir, tu te retrouves huitième et tu reviendrais à 4 points de la zone Europe. Donc en fait, dans une dynamique enfin voilà, très favorable. En plus de ça, tu auras été le premier à faire accrocher des points à Lens cette saison. Bon, c'est hautement hypothétique et c'est encore le temps de changer sur les autres pelouses de Ligue 1 des matchs de 19h. Mais voilà. Si tu enchaînes à Marseille, déjà, ça fera du bien pour l'ego et pour les supporters aussi de dire que tu t'es pas fait fesser 3-0 comme à l'aller au mois d'août. Maintenant, est-ce qu'on en est capable? Malheureusement, j'ai quand même un peu des doutes parce qu'on a eu on a eu beaucoup de chat à Dédé quand même, notamment face à Lille, parce que sur le contenu, si on est mené 3-0 à la mi-temps, y a pas grand-chose à dire non plus. Mais voilà, enfin, j'espère et je suis d'accord avec toi dans le sens que c'est une semaine charnière parce qu'en fait, si tu fais 0 point cette semaine, je pense que Bah, la Coupe d'Europe, terminé. Ouais. tu l'oublies. Ou Tu alors tu. l'oublies, tu espères non, tu espères pas gagner la Conférence League, arrête, non, tu vois? Là, je vous vois venir là, mais bon, voilà, tu passer un tour de plus, éventuellement pour te faire un quart de Hmm. finale, 60 ans après, mais voilà, la saison sera terminée, le classement sera même plus intéressant, tu vois? Mais là, si tu perds ce soir, tu es 12e, enfin, voilà, ça sera parfaitement déprimant. Par contre, si tu fais 6 points, voilà, moi, à tout moment, dimanche à minuit, je suis en slip sur Masséna, quoi. Mais je pense pas que ça arrivera, malheureusement. Tu seras pas seul, tu seras pas seul, si c'est Ouais, le cas. voilà, on se réchauffera. Écoute, en attendant notre mardi soir et le club des gens tout nus qui aiment Bonani, ça sera très bien. Pierre, actuellement, l'OGC Nice, avant d'avoir joué son match, est 12e, à 6 points du 13e Nantes, qui est actuellement en train de perdre 1-0, et actuellement à eh bien, 7 points, non plus que ça, 9 points de Rennes, qui est 5e. Voilà, ce ventre mou absolument dégueulasse. Est-ce que cette semaine-là, pour toi, elle est déterminante? Ou même si on fait, admettons, qu'un point, qui serait le strict minimum, on refuse 2 défaites, même si sportivement ce ne serait pas déconnant que de perdre à Lens et à Marseille. Où est-ce que tu situes, toi, cette semaine est-ce que l'OGC Nice peut justement se réveiller définitivement et enclencher une dynamique pour rêver peut-être à un final comme l'avait fait Monaco alors c'était pas l'année dernière, je crois que c'était il y a 2 ans, pour aller en Ligue des Champions. Non, c'était l'année dernière. Moi, je pense sincèrement que le groupe a l'air quand même très ambitieux. Donc ça Mm. fait plaisir. C'est-à-dire j'ai l'impression qu'on n'a pas abandonné au sein du club, et ça me plaît, l'idée de rattraper notre retard sur les places européennes. Après, effectivement, pour moi, c'est peut-être vraiment la semaine capitale de cette phase retour, parce que jouer le deuxième et le troisième à l'extérieur en 3 jours, on n'aura pas mieux en termes d'intensité et d'opposition sur la suite de la saison. Maintenant, euh, on n'a plus trop le choix. Alors, 6 points, ça me paraît quand même utopique, mais aller chercher 4 points déjà sur ces 2 matchs, ça serait de très très bons résultats. Mais en même temps, d'un autre côté, si effectivement on veut répondre à ces ambitions, on n'a pas le choix, en fait. Mm. On est obligé d'aller chercher minimum ces 4 points, parce qu'on voit que devant, ça avance quand même très vite.
On s'en rend compte, hein, sur les dernières saisons en Ligue 1, le niveau est très élevé devant et on voit que ça avance très vite dans le top 5. Donc on n'a pas trop le choix de prendre ces 4 points. On aurait pu se permettre d'en prendre 2 finalement, parce que même théoriquement, en prendre 2 et rester invaincu, c'est pas mauvais en soi en allant à Lens et à Marseille. Mais Mm. pour moi, ce serait pas assez compte tenu de la situation comptable actuelle. Voilà, après, je pense qu'on en est capable de prendre ces 4 points. Je pense qu'on est capable de faire bien mieux. J'ai quand même l'impression qu'on était très en dessous en première partie de saison du niveau qu'on était capable d'afficher. On voit sous Digard quand même qu'il y a une certaine cohérence dans le jeu qui revient. J'ai l'impression, et pourtant tout n'est pas parfait, mais j'ai quand même l'impression que ça fait un moment entre le match contre Montpellier, le match contre Lille, même si on a quand même souffert par moment, et le match même à Reims qui était quand même cohérent. J'ai l'impression qu'on a rarement vu ça dans le assez récent du Nice, d'avoir un jeu comme ça cohérent, une équipe joueuse, conquérante sur le terrain, qui n'hésite pas à partir au pressing. Donc moi, c'est des choses qui me plaisent dans la mentalité. Donc, on a le niveau pour rivaliser. Alors, en plus, Lens reste impressionnant. Attention, je vais pas dire qu'ils sont mauvais, loin de là, mais j'ai quand même l'impression qu'ils sont un peu plus prenables ces dernières semaines en regardant leurs matchs, que ce soit le nul à Strasbourg, le nul à 3, la victoire difficile contre Auxerre. J'ai quand même l'impression qu'ils sont un peu plus prenables finalement qu'en début de saison. Donc il y a peut-être un coup à faire, sachant que nous, on est dans une meilleure dynamique et Lens est peut-être un peu moins bien qu'en tout début de saison. Mais pour ça, faudra mettre des ingrédients parfaits dans le jeu. Et moi, pour moi, la clé du match à Lens, en fait, ce sera le premier quart d'heure Mm. avec répondre tout de suite à l'intensité, parce que les Lensois, ils vont tout de suite nous attaquer et nous prendre à la gorge. Ça, il faut en être sûr. Et connaissant, enfin, pour regarder quelques matchs de leur part. Et donc, parce ils vont vouloir plier le match dès le début, c'est à nous de répondre présent et de. Ils vont faire une Et de... question personnelle pour Ghisolfi Oh, et je le pense, oui. reste aussi, hein, d'ailleurs. Ouais, Et il y a ça aussi puis, qui va jouer, effectivement. même les litiges un peu là qui ont eu lieu pendant le Mm. mercato, où je pense Ghisolfi a balancé les pistes qu'il avait à Lens pour les faire du côté de Nice. Donc ça, je pense que ça a dû peut-être attiser un peu de haine supplémentaire dans ce Il y a dossier-là. un truc très très juste que Pierre a dit du coup, auquel j'avais pas nécessairement pensé, c'est qu'effectivement, et je sais plus qui, je m'excuse, hein, l'a dit sur le chat tout à l'heure, c'est Todibo dans Gym Tonic qui disait rattraper notre retard sur les places européennes et tout. C'est quand même une saison où techniquement on n'aurait plus rien à jouer, tu vois, où si les joueurs disaient ben, le but c'est de préparer la saison prochaine et de bien figurer en championnat tout en voilà, essayant de passer encore un tour en Coupe d'Europe, personne ne leur en voudrait. C'est peut-être la première saison depuis des années où on n'attend pas d'eux qui nous disent allons jouer les places européennes. Et pourtant, c'est la première saison où il exprime publiquement et où tu vois qu'il y a cette ambition dans le groupe. Jusque-là, même quand on était programmé pour jouer les places européennes et qu'on était à la course avec les places européennes, c'était genre oui, mais non, on n'a pas d'objectif, c'est bien si on est européen en fin de saison, mais si on les passe, c'est pas grave non plus. Ah, vous savez, on va prendre les matchs les uns après les autres, tout ça, alors que tu étais troisième du championnat et que tu pouvais t'enflammer. Et là où en fait on est dixième, qu'on n'a rien à jouer et que plus personne n'espère la Coupe d'Europe, t'as quelques joueurs dans le groupe qui sont là, prêts à soulever des darons en disant non mais nous l'Europe on est encore capable d'aller la chercher. Et je sais pas si c'est le caractère de certains joueurs, je sais pas si c'est la nouvelle direction qui leur permet un peu plus, je sais pas si c'est Didier Digard qui leur a mis, avec qui ils ont fait un pacte secret pour dire les gars, moi je suis persuadé qu'on peut aller jouer l'Europe, allons jouer notre chance crânement tant qu'on est encore vivant mathématiquement. Mais juste ça, moi en tant que supporter, ça me fait du bien quoi. Et je serais même pas déçu si on n'accroche pas l'Europe en fin de saison, parce que je sais qu'en fait, comme je te disais Pancho tout à l'heure, dès le mois de juin de l'année dernière, on sait que cette saison, les dés sont pipés. Mais en attendant, s'ils arrivent jusqu'au mois d'avril ou au mois de mai à nous faire croire qu'on peut jouer la Coupe d'Europe l'année prochaine, ben on aura gagné 3 4 mois où on n'aura pas eu envie de se tailler les veines. Et franchement, Hmm. cette saison, c'était inespéré. Ouais, je te rejoins assez sur le discours. Maintenant, j'ai surtout l'impression que voilà, la nouvelle direction aussi, le coach, le nouveau staff a apporté de la sérénité dans le club qui en avait besoin après un peu les turbulences vécues cet été. Et puis voilà, un club serein, travaille bien, du moins travaille mieux, et c'est ce qui est en train de se passer. On voit un peu plus de cohérence, et surtout pour nous supporters, on reprend un peu plus de plaisir devant les matchs de l'OGC Nice.
Messieurs, eh bien, on a parlé des compos, on a parlé un peu de la semaine. On va se quitter peut-être sur un pronostic. Allez, on se lance. Ah ah, Je veux dire, c'est On se quel- lance pour Marseille. Pardon, boucler. excuse-moi, c'était nul. J'ai pas entendu ce que tu as dit, Ah, Sky. t'as dit on se lance ou on se Marseille? Oh, la vache. C'était plutôt pas mal. C'était plutôt pas mal. Ouais, Allez, allez, dad jokes. Sky, je te lance, je te donne la parole. Tu te mouilles le premier là-dessus. Vaillante défaite 2-1 ce soir pour le gym. Aïe, aïe, aïe. Pierre, Bon, allez, moi, je vais être optimiste. Comme j'ai dit, je pense qu'il y a un petit coup à faire en ce moment avec Lens. Je vais dire 1-2. eh bien moi, je dis 1-0. But de Gaëtan Laborde, de la tête. Ok. Voilà, en Donc, deuxième victoire. mi-temps. Juste pour vous dire la période. Ok. Voilà. Et on fait Marseille En tout aussi. cas, je nous le souhaite. Marseille, honnêtement, match nul, je signe de suite. Je pense, comme toi, Pierre, que s'il y a un coup à faire, du moins en l'état, c'est surtout enfin, sur ce match-là. Après, j'ai peur que le supplément d'âme lensois, notamment avec leur stade et leurs supporters, nous mette un peu dans la sauce. Il y a aussi voilà, le turnover qui peut être une variable aussi qui peut nous faire mal. Maintenant, confiance, confiance. Je pense que dans tous les cas, ce genre de match nous permettra de grandir. Hein. Non, mais c'est vrai. Hein, ça parle de 2-2 aussi pour Romain. Bien. Écoutez, messieurs, un grand merci à toi, Pierre. Un grand merci aussi à Romain d'être intervenu dans Avec cette, plaisir. dans cette émission, dans cette libre antenne. Eh bien, spécial bilan mercato et projection aussi sur les prochains matchs de l'OGC Nice de cette semaine. Si vous êtes arrivé en cours d'émission, pas de panique. Le replay sera disponible, je pense, dans la soirée ou au plus tard demain. Sky, un grand merci à toi. On se retrouve Bah, bientôt merci pour l'invitation, hein. Moi, quand je peux, je viens toujours très volontiers. et demain soir dans Avantinissa. Normalement, si tout se passe bien, demain soir, publication d'Avantinissa. Demain soir, publication d'Avantinissa. Et demain soir également, Club Pancho, débrief à 20h. On reviendra bien sur le match de ce soir. Un grand merci aux personnes qui ont été présentes et qui ont suivi en totalité ou en partie l'émission de ce soir. Merci pour votre fidélité. Et puis un gros Issa Nissa pour ce soir. On lâche pas. Et puis très bonne soirée à tous et bon match. Issa Nissa. Ouais. Bonne soirée, À tous. Issa Nissa. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.